Bonjour à toutes et à tous. Jongler entre son travail et l'aide qu'on apporte à un proche malade, handicapé ou qui perd son autonomie, c'est le quotidien de millions de salariés en France. C'est une situation qui est souvent très compliquée, pleine d'émotions et qui soulève aussi des questions très concrètes. Quels sont mes droits? Comment est-ce que j'en parle à mon employeur? Et puis, comment je fais pour sécuriser ma situation financière? C'est un vrai défi, à la fois humain et organisationnel. Regardez ce chiffre, il est particulièrement parlant. On n'est pas du tout sur un sujet de niche. En 2030, un quart de la population active sera ce qu'on appelle un aidant. Ça veut dire que dans chaque entreprise, dans chaque équipe, les salariés sont déjà ou seront concernés. Du coup, comprendre les dispositifs qui existent, c'est devenu absolument essentiel, que ce soit pour les salariés qui ont besoin d'aide ou pour les managers qui doivent les accompagner. Alors, pour y voir plus clair, on va décrypter ensemble 3 grandes solutions qui sont prévues par la loi française. On va commencer par le cas d'un enfant malade, puis on parlera du proche dépendant, et enfin, on verra une solution qui est basée sur la solidarité entre collègues. Et à la toute fin, promis, un grand résumé pour que tout soit bien clair. C'est parti. La question qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est la suivante. Quand un membre de sa famille a un besoin urgent, un besoin qui dure, comment on fait pour s'absenter de son travail de manière sécurisée, de manière légale? Eh bien, le droit du travail a prévu des réponses très précises pour protéger les salariés dans ces moments de vie qui sont, on le sait, particulièrement difficiles. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier cas, et c'est sans doute l'un des plus angoissants pour un parent, la maladie grave d'un enfant. Pour ça, la loi a créé un dispositif bien spécifique, le congé de présence parentale. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un droit qui permet de s'absenter pour s'occuper de son enfant de moins de 20 ans. Mais attention, on ne parle pas ici d'une simple grippe. Le congé est accordé seulement si la maladie est d'une particulière gravité, et ça doit être prouvé par un certificat médical. Il faut que la situation exige une présence constante et des soins vraiment lourds. Et là, attention, c'est un point absolument essentiel à comprendre. Il y a 2 choses à faire en même temps, 2 démarches parallèles. D'un côté, il y a le congé. Ça, c'est le droit de ne pas aller travailler. C'est une discussion à avoir avec son employeur, et c'est le Code du travail qui gère ça. De l'autre côté, il y a l'allocation, c'est-à-dire une aide financière pour compenser la perte de salaire. Et cette aide, elle n'est pas versée par l'entreprise, mais par la caisse d'allocation familiale, la CAF. Ce sont vraiment 2 chemins bien distincts. Alors, de combien de temps on dispose? Le congé de présence parentale, il faut l'imaginer comme un crédit de 310 jours de travail. Ces jours, on peut les utiliser comme on veut, un jour par-ci, par-là, ou par période plus longue. Et on a une durée maximale de 3 ans pour les utiliser. Ça donne beaucoup de souplesse pour s'adapter au rythme des soins de l'enfant. En pratique, comment on fait? Première étape, on informe son employeur par écrit au moins 15 jours avant de commencer le congé, en joignant bien sûr le certificat médical. Ensuite, à chaque fois qu'on veut prendre un ou plusieurs jours de ce crédit, il faut juste prévenir son employeur 48 heures à l'avance. Et en parallèle, très important, on n'oublie pas de monter le dossier auprès de la CAF pour toucher l'allocation journalière de présence parentale, ce qu'on appelle l'AGPP. Et ce point-là est fondamental, il est là pour rassurer les salariés. Si toutes les conditions sont remplies, si les documents sont fournis, l'employeur n'a pas le droit de refuser ce congé. Ce n'est pas une faveur qu'il accorde, c'est un droit qui est inscrit dans la loi pour protéger les familles. C'est non négociable. Allez, on passe maintenant à une autre situation, qui est de plus en plus fréquente, celle où l'on doit s'occuper d'un parent, d'un conjoint ou d'un proche qui est en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Pour ça, il y a un autre dispositif qui existe, le congé de proche aidant. Ce congé, il a été pensé pour être plus large. Il ne concerne pas seulement les liens du sang. On peut le demander pour son conjoint, un parent bien sûr, mais aussi pour une personne avec qui on a des liens étroits et stables. Ça peut être un voisin ou un ami très proche qu'on aide régulièrement. La seule condition, c'est que cette personne ait un taux d'incapacité d'au moins 80% ou soit classée en perte d'autonomie. Pour la durée, c'est un peu différent. Au départ, c'est 3 mois maximum, mais ce congé est renouvelable. Le point très important à retenir ici, c'est qu'il y a un plafond. On ne peut pas dépasser 1 an de congé de proche aidant sur la totalité de sa carrière professionnelle. Et comme pour le congé parental, il y a de la souplesse. On peut le prendre à temps plein, à temps partiel, et même le découper en demi-journée. Et financièrement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, là encore, ce n'est pas l'employeur qui paye, c'est la CAF via l'allocation journalière du proche aidant, l'AJPA. Le montant est fixé à 66,64 € par jour. Attention, c'est dans la limite de 66 jours sur l'ensemble de la carrière. C'est une aide, bien sûr, mais ça ne remplace pas entièrement un salaire. Et exactement comme pour le congé de présence parentale, si toute la procédure est bien respectée, si les justificatifs sont fournis, l'employeur a l'obligation d'accepter la demande. C'est là aussi un droit qui est protégé par la loi. Il existe une 3e voie, qui est un peu différente. Elle ne repose pas sur un droit direct face à l'État, mais sur la solidarité au sein même de l'entreprise. C'est le don de jours de repos.
Le principe est vraiment simple et très humain. Un salarié peut décider de renoncer à certains de ses jours de congé pour les donner à un collègue qui en a un besoin urgent pour s'occuper d'un enfant ou d'un proche dans les situations qu'on vient de voir. C'est un don qui est anonyme et bien sûr sans contrepartie. Alors attention, on ne peut pas donner n'importe quoi. La loi est très stricte là-dessus. Les 4 premières semaines de congés payés, on n'y touche pas. C'est sacré. Par contre, tout ce qui va au-delà peut être donné. La fameuse 5e semaine de congé, les RTT, les jours de récupération qu'on a pu accumuler ou les jours qui sont stockés sur un compte épargne-temps. Et là, on arrive à la différence majeure avec les 2 autres congés. Le point crucial ici, c'est que le don de jour n'est pas un droit automatique. Il faut absolument l'accord de l'employeur. Une entreprise peut, pour des raisons d'organisation par exemple, refuser de mettre en place ce système. Mais l'avantage pour le salarié qui reçoit ces jours est énorme, parce que contrairement aux allocations de la CAF, ici il n'y a aucune perte de revenus. Le salarié est considéré en absence autorisée payée et il conserve 100% de sa rémunération, qui continue d'être versée par l'employeur. D'accord, on a vu 3 dispositifs bien différents. Pour être sûr que tout soit parfaitement clair, on va les mettre côte à côte dans un tableau qui résume tout. Alors, regardons ce tableau ensemble. Pour qui? L'enfant malade pour le premier congé, le proche dépendant pour le second, et les 2 situations sont couvertes par le don de jour. La durée? Un gros crédit de 310 jours pour la présence parentale, un plafond d'1 an sur toute la carrière pour le proche aidant. L'indemnisation? Dans les 2 premiers cas, c'est une allocation de la CAF, donc ça implique une perte de revenus, mais pour le don de jour, le salaire est maintenu à 100%. Et enfin, le rôle de l'employeur, il ne peut pas refuser les 2 premiers congés, mais son accord est obligatoire pour le don de jour. Voilà, tout y est. Finalement, traverser ces épreuves, c'est déjà bien assez difficile comme ça. Le but de la loi, et le but de cette présentation, c'est de permettre à chacun d'agir en connaissant ses droits, pour pouvoir aborder la situation avec un peu plus de sérénité. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Premièrement, ce sont des droits, pas des faveurs. Deuxièmement, il faut bien séparer la demande de congé qu'on fait à l'employeur et la demande d'aide financière qu'on fait à la CAF. Troisièmement, même si ce sont des droits, la communication avec son entreprise reste la clé pour que tout se passe au mieux. Et enfin, un conseil, anticiper. Rassembler les certificats médicaux, les justificatifs, ça prend toujours un peu de temps. Et je voudrais finir avec une question, qu'on soit manager ou salarié. Au-delà des lois, au-delà des règles, comment on fait de nos entreprises des lieux où l'on peut parler de ces difficultés sans avoir peur? Comment on transforme une contrainte légale en une véritable culture de soutien, de bienveillance? C'est peut-être ça finalement le plus grand des défis. Merci de votre attention.